Toujours au Salon du bateau de Montréal en compagnie de Georges Leblanc. Bonjour Georges. Bonjour Daniel. Un gros programme en fin de semaine. Tu viens rencontrer les gens ici. C'est agréable, non? Oui, ça fait... on se demandait combien d'années qu'on venait ici. On est rendu dans les 16-17 ans, je ne sais plus. Puis oui, c'est agréable de rencontrer les gens qui nous suivent, les gens qui nous découvrent. Et aussi de faire suivre nos aventures, nos expériences, qu'ils soient en solitaire ou en équipage. Ben, les gens sont impressionnés. Puis c'est des nouveaux fans qui nous suivent, qui découvrent la voile au large. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi les gens que tu rencontres des fois qui te disent « Moi, Georges, j'aimerais ça embarquer avec toi, puis comment est-ce qu'on peut s'organiser pour embarquer ensemble? » C'est courant. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir qu'est-ce qu'on fait, découvrir la navigation. C'est un super voilier comme on a, un Volvo Océan Phoenix, c'est 65 pieds de coque, tu sais. C'est impressionnant, c'est le seul bateau qu'ils ont comme ça au Canada sûrement. Puis de naviguer avec nous autres, c'est un rêve pour plusieurs. Donc, des fois, on offre la possibilité aux gens par des partenaires qui les invitent ou des choses comme ça. Et aussi, on fait des formations encore. Des formations dans le but de trouver de nouveaux équipiers, les former, choisir les meilleurs. Ça fait que l'équipe de voile Georges Leblanc, il faut toujours qu'il y ait du renouveau dedans, qu'on trouve des talents. Les gens qui veulent naviguer loin, bien, ils en profitent pour venir en même temps valider leurs connaissances. Puis, je pense que c'est un service exceptionnel qu'on offre, mais c'est demandé à tous les 10 minutes qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une traversée avec moi. Je ne prends pas tout. C'est pas évident, Georges, OK, entre l'image qu'on se fait de la course au large et la réalité, une fois qu'on est dans le bateau, qu'on y vit et que là, on est aux prises avec tous les éléments. Il y a des gens qui ont navigué avec toi et qui ont trouvé ça dur une fois rendu au large. Évidemment, c'est ce que je dis, tant qu'on ne l'a pas fait, si on réussit à le faire, puis c'est dans des conditions, comme on dirait, exceptionnellement belles, on ne pourra pas encore prétendre qu'on a l'étoffe pour. On a eu une traversée océanique qui était un petit peu difficile, je dis un petit peu difficile, et on a vu les équipiers à bord, ils se sont découverts. Ils ont vu leur faiblesse, leur plaisir à vivre un peu dans le chaos, là. Puis, il y en a d'autres, bien, pour eux autres, ils ont fait une belle expérience, puis ça va s'arrêter là. Je présente une conférence ici, le dimanche midi encore. J'ai intitulé « La mer forge les marins à la dure ». Et quand même, oui. Et c'est ça, c'est tout par des exemples, puis le cheminement que j'ai fait, qui est un témoin exceptionnel de ce principe-là, et aussi comment ça s'est passé pendant la Transat Québec-Saint-Malo à bord, mais l'aspect humain. Comment que les gens se sont vus. Je ne rentre pas dans tous les petits détails, les petits bonheurs, les petites querelles qu'il peut y avoir, c'est pas important ça. C'est que les gens ont appris à se découvrir. Des fois, c'est décevant pour certains, et pour d'autres, ils disent « j'ai encore beaucoup à faire, puis je vais continuer ». C'est pas facile, là. La Transat Québec-Saint-Malo que vous avez faite l'année passée, là, vous avez attrapé un trait dépressionnaire qui vous a quasiment amené de l'autre côté de l'Atlantique d'un seul coup, toute la flotte au complet. Vous avez fait ça en 15 jours. Ça devait pas être facile dans le bateau avec le bruit, l'ambiance, ça brasse. C'est pas évident, là, quand on est en course. C'est sûr qu'on part avec des idées, avec des rêves de victoire. C'est les équipages. Moi, je me disais, si on a des belles conditions, mon équipage, elle va être extraordinairement performante. On a eu des conditions difficiles un peu. Moi, je dis un peu. À mon échelle à moi, c'est un peu. Et dans leur échelle, eux, c'est beaucoup. Mais c'est normal. Moi, j'ai 250 000 milles de fête, c'est comme presque 12 fois le tour de la Terre. J'en ai vécu des affaires, puis je dis toujours que ça ne s'assimile pas d'un coup. C'est à force d'expérience, de se valider, de vivre des choses agréables ou désagréables, qu'on devient un bon marin. On ne forme pas les bons marins par mer calme. Et là, on a vu ceux qui avaient l'étoffe pour continuer. C'est correct, c'était l'objectif. Mais ça, c'est dur à faire comprendre aux gens. Par exemple, nous, on partait avec un Volvo 60, un bateau de 65 pieds, ultra performant, c'est le plus performant de la flotte qu'il y avait là. On parle pas du super trimaran, là. On parle des monocoques et même... mais par contre, on a beau avoir le meilleur bateau, il faut le faire avancer. Classe 40, c'est des superbes embarcations très simples.
C'est la beauté de la chose. Nous, c'est un bateau qui devient un bateau-école en même temps. On ne peut pas se contenter d'un bateau qui est simple à faire marcher à 2 personnes. Puis ça c'est pas un bateau qui se fait fonctionner en solitaire, c'est un bateau qui marche en équipe. C'est un bateau qui marche en équipe. Les entreprises qui s'approprient un bateau semblable, c'est pour faire, mettons, voyons comment on l'appelle, la Volvo Race, Ocean Race. Bon, ben, aux minutes qu'on veut faire un équipage, on va chercher les gars qui ont fait 2 fois le tour du monde, qui ont fait une couple de fois la route du Rhum en solitaire, qui ont fait des courses, qui ont été sur des maxis, qui ont une expérience, qui ont toute leur vie, ils ont à peu près, même s'ils sont jeunes, ils ont 15 à 18 ans de course au large en arrière d'eux autres. On forme un équipage. Nous, au Québec, il n'y a pas d'équipiers comme ça. Il faut les former. On les a formés. Ils ont encore de la formation à suivre. Ils ont des expériences à vivre surtout. Il y a dans certaines circonstances, ils sont très bons. Et quand on arrive avec des difficultés, ben là, ils se sont rendus compte que c'est un peu difficile. Il faut comprendre que nous, on reste à Québec. On descend dans le Golfe, mais on ne peut pas passer toutes nos semaines là. Nos équipiers, il y en a qui viennent de Montréal, Sherbrooke, Ottawa, Québec. Il faut qu'ils retournent au travail de temps en temps parce que nous, on ne signe pas de chèque pour les payer. Donc, ouais, c'est ça, c'est tout. Ils ont des familles, ils ont des carrières, ils ont des contraintes, ils ont des problèmes. Ils essayent de faire une priorité de ce qu'ils font quand ils sont là. Mais on ne peut pas être passé 1 mois au large d'Halifax. On peut pas. On voudrait bien. Bon, moi, j'ai fait les 3/4 de mes navigations, mon 250 000 milles, je les ai faites au large. Je suis un des seuls dans l'équipe. Les autres, à l'occasion, ils ont fait une transat avec moi. Mais si on regarde ce qu'ils ont appris, ces gens-là, c'est extraordinaire. Ils sont très bons. Je pense que tous les équipiers que j'avais, tout le monde serait content de les avoir à leur bord. Georges, le Vendée Globe achève. Qu'est-ce que tu penses de cette course-là? Est-ce que tu es comme tout le monde? Est-ce que tu es renversé par les performances qu'on a vues là? Je suis pas renversé. Je suis conscient que c'est possible de les faire avec les bateaux qui sont de plus en plus performants. Ce que moi, j'ai tenté de faire comprendre aux gens, parce que c'est sûr qu'il n'y a que la victoire de belle qu'ils disent, mais à mon point de vue, il faut apprécier tout ce que les coureurs vivent. Et ces super bateaux-là, j'en ai eu. Puis, quand on va à 26 nœuds, c'est parce que la mer est appropriée. C'est pas parce qu'on fait des bonds de 10 pieds dans les airs puis qu'au bout de 3 heures, il va être tout en morceaux. J'ai suivi ça d'une façon très, très professionnelle. Et d'autant plus que je dis aux gens, les 2/3 des marins qu'il y a là, j'ai navigué avec eux. J'ai été un compétiteur pour eux, peut-être un petit compétiteur. J'étais là, puis des fois j'étais très bon, puis des fois j'étais avec eux autres dans le peloton de tête, puis d'autres fois j'étais plus en arrière, comme il arrive à tous les coureurs. Mais je les ai connus, je sais leur valeur. Les 2 qui ont gagné sont très bons. Ils ont de très bons bateaux. La petite flotte qui est en arrière, là, qui n'arrache, les gens Lecram, tout ça que je connais intimement, eux, ils ont des bateaux aussi bons. Ils sont très, très compétents. Ils n'ont jamais eu les conditions des premiers. C'est ça, la course. On a vécu ça dans notre transat. Puis c'est ça qu'on faut que les gens... Nous, il faut qu'on amène les gens, il faut qu'on vulgarise, que les gens comprennent comment ça se passe une course. L'océan, 50 000 plus bas, il y a une dépression on est dedans. Puis un peu plus haut, ben, on est avec le bon vent. Puis les premiers, ils ont eu le bon vent à peu près les 3/4 du temps. Donc, bravo. On va dire qu'ils se sont bien positionnés. Tant mieux pour eux. Mais je pense qu'à un moment donné, on se trouve au bon endroit, au bon moment. Et à bonne place. Puis il y a d'autres fois qu'on pioche tellement qu'on se dit, comment ça je suis là, puis comment ça je réussis pas à avoir du bon vent, comment ça je tombe dans l'accalmie, comment ça que je suis face au vent 2 jours de plus que l'autre. Ben oui. Et c'est ça la course au large. Mais c'est pour ça qu'il faut apprécier tout ce que les coureurs font, même le dernier qui a le moins bon bateau. Moi, je m'imagine qu'il va rentrer 3 semaines au moins, 1 mois après les premiers. J'y donne du mérite. Ah oui, effectivement. Mais il y a une bonne attitude. Heureusement qu'il était à sa première course. Les 2 derniers sont leur première course, fait qu'ils prennent ça d'une bonne façon. Mais s'il était le 4e Tour du monde, on pense à Jean-Pierre Dick, qui a un bateau extraordinaire qui a été dans la tête une grande partie de la course, puis que je connais personnellement.
et qu'on se connaît, puis on s'est déjà encouragé quand on avait des pépins. Moi, quand j'ai perdu ma quille dans la manche, puis un mois après, lui, il perdait son mât en faisant la B2B, je l'appelais, je disais, ben lâche pas, mon Jean-Pierre, je le comprends. Mais là, il perd sa quille, puis il était en très bonne position.